Je suis profane en la matière et je pense que je vais peut-être enchanter si Monsieur le Président, quand il dit les textes et les textes, moi j'ai toujours pensé, et comme beaucoup d'autres, à l'importance de la loi pour un peu réglementer les choses de la vie et de la société. Aujourd'hui, vu le constat effectivement d'inflation de textes, et notamment les textes dans l'environnement, et surtout de leur efficacité et de leur application, je me suis rabattue un tout petit peu sur toutes les données scientifiques et techniques qu'on peut développer, et c'est l'objet de ma présentation. Aujourd'hui, nous avons un constat qui sont des données techniques et scientifiques. Je m'excuse auprès des personnes spécialistes en droit, je ne vais pas beaucoup parler de droit, et même pas du tout, et où je considère, en tant que personne ayant une petite expérience dans le domaine de l'associatif, mais j'ai passé toute ma carrière dans le domaine administratif, qu'aujourd'hui, face à un constat scientifique avéré, et notamment par rapport à ce problème climatique, des actions collectives, des actions d'appropriation, des actions d'adhésion peuvent s'avérer elles-mêmes une véritable arme juridique. Et c'est de ça que je vais parler. J'espère qu'effectivement, vous allez pouvoir être sensible à ce que je vais donner pour qu'on puisse être chacun de nous un acteur dans la société pour effectivement traiter ou s'adapter ou faire avec ce phénomène de changement climatique. L'énergie est partout. L'énergie est partout dans notre vie. Nous ne pouvons construire des sociétés ni vivre sans cette énergie. Et aujourd'hui, entre énergie et climat, on voit que nous avons un problème de réchauffement climatique. Tout le monde le constate et tout le monde le vit. Alors, les sources d'énergie dont dispose le monde ou les sociétés, nous avons une série d'énergies qui sont dites des énergies conventionnelles, des énergies fossiles, qui sont le charbon, le pétrole, le gaz ou encore le nucléaire que je place là, mais en fait, il y a beaucoup maintenant qui reviennent sur cet aspect d'énergie nucléaire pour le placer comme énergie propre. Il y a les énergies renouvelables, donc l'hydroélectricité, le solaire, le vent ou encore la géothermie. Et pour les aspects d'énergie renouvelable, la Tunisie dispose d'un potentiel extrêmement important. D'ailleurs, nous avons plein de barrages, je pense 4 ou 5 barrages, qui produisent de l'énergie hydroélectrique. Nous avons des éoliennes de plus en plus. Nous sommes sur un plan solaire tunisien qui est en cours de mise en œuvre et vous voyez un peu les centrales photovoltaïques que nous sommes en train d'installer. Et aussi, nous avons de la géothermie, c'est celle qui nous a permis de faire des cultures sous serre et de faire vraiment des cultures même dans l'extrême désert. Alors, les sources d'énergie dans le monde, elles se sont superposées. Il n'y a pas une qui est venue se substituer à un autre. Donc, on a commencé avec les énergies de la biomasse, dans vraiment l'ère ancien, et qui continue jusqu'à aujourd'hui, la biomasse. Donc, ce sont des énergies qui se sont superposées. Il y a la biomasse, ensuite, il y a eu le pétrole, il y a le gaz, il y a encore l'énergie, les énergies renouvelables, d'une manière générale, qui sont apparues à partir des années, donc du début du siècle. Et nous avons aussi le nucléaire. Mais toutes ces énergies, un constat, c'est qu'elles se sont superposées. On n'a jamais éliminé une énergie au profit d'une autre, chose qu'on veut aujourd'hui, éliminer les énergies fossiles. Donc, l'évolution de la consommation d'énergie dans le monde, il faut savoir que 80% des sociétés utilisent de l'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, et qu'effectivement, uniquement 15% correspondent à des énergies renouvelables plus nucléaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le nucléaire revient en Europe, parce qu'effectivement, ils le considèrent comme énergie propre avec toute la maîtrise des déchets et des problèmes de sécurité que posait le nucléaire. Et nous avons uniquement 6% d'énergie provenant de la biomasse. Le mix électrique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on produit de l'électricité à partir d'un combustible, à partir d'une source d'énergie. Le mix électrique aujourd'hui, il est essentiellement basé sur le charbon. Après viennent effectivement les énergies renouvelables. Donc vous voyez l'importance du charbon aujourd'hui, et vous avez certainement vu à la télé ou ailleurs que la Chine aujourd'hui exploite la Mongolie de manière extraordinaire et que tous les produits chinois qui nous arrivent, et même après on parlera des photovoltaïques qui sont importés de Chine pour faire toutes ces centrales-là par des sociétés internationales, même aux États-Unis on importe les panneaux photovoltaïques de Chine, ils sont fabriqués à partir d'usines et de centrales qui utilisent le charbon. C'est important de le noter. Alors, l'évolution de nos sociétés. Dans l'Antiquité, la force et l'énergie qui étaient disponibles, c'était la force musculaire. C'était soit les hommes qui travaillaient, soit les animaux. Alors, on a transformé toute cette société d'avant. Grâce à quoi? Grâce au pétrole. Le pétrole est arrivé pour nous donner les machines. Le pétrole est arrivé pour faire tourner les usines qui fabriquent les engrais pour l'agriculture. Le pétrole est arrivé pour faire les constructions et les bâtiments
le pétrole est arrivé pour le transport, etc. Donc aujourd'hui, on est passé d'une situation d'énergie renouvelable à 100% vers une société complètement matérialisée. Alors le problème, je le considère qu'il y a un problème par rapport aux économistes, là je vais parler des économistes et je m'excuse auprès d'eux, c'est qu'on a considéré que l'utilisation de ces ressources naturelles, du pétrole et toute autre ressource naturelle, de l'eau, etc., étaient des ressources données gratuitement, qu'on n'avait pas à les payer et qu'elles sont inépuisables et que les économistes jusqu'à aujourd'hui ne les ont pas intégrées dans leur calcul économique. Aujourd'hui, on a un PIB qui est basé sur la croissance et la croissance est basée sur la consommation d'énergie. On n'a pas un PIB, par exemple, qui tient compte des ressources naturelles, qui tient compte des limites de la planète et on le verra un peu plus tard. Alors l'énergie, pour faire 1 kWh, le watt c'est un peu l'unité de l'électricité, de l'intensité électrique, il faut 10 cyclistes qui pédalent pendant 1 heure pour faire 1 kWh. Il faut 8000 litres d'eau à partir d'énergie hydroélectrique. Il faut 5 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Il faut une éolienne de 5 mètres de diamètre. Il faut une bûche de bois pour faire de l'énergie à partir de biomasse, une bouteille de gaz liquéfié, un petit tas de charbon, une canette de 33 centilitres de pétrole et une pincée d'uranium. Ça, c'est un peu le besoin en source énergétique pour faire 1 kWh. La dépendance aux énergies fossiles, je l'ai dit au début, partout. Là où vous pouvez imaginer, n'importe quel produit que vous touchez, n'importe quel besoin que vous avez dans la société, eh ben, il est relié à de l'énergie. On n'a pas pu faire ces outils qu'on utilise sans énergie. Donc l'énergie est partout, 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 dans les services et dans les produits. Ce que nous portons comme vêtements, l'origine, c'est le pétrole. On n'a pas pu faire les tissus sans utilisation d'énergie fossile essentiellement. Donc, le lien entre énergie et émission de CO2, il est direct, il est étroitement lié, il est en phase avec la consommation d'énergie fossile. Donc, consommation de pétrole, consommation de charbon, consommation de gaz, émission de CO2. Et ça a été démontré de mieux en mieux grâce donc au rapport des scientifiques et le groupe d'experts, le GIEC, que vous connaissez certainement. Donc, activité humaine, émission de CO2, effet de serre. C'est une équation directe, elle est linéaire. Malheureusement, elle n'est pas renouvelable et elle n'est pas circulaire. Alors, le PIB dans le monde qui augmente avec l'utilisation des énergies. Ça, il n'y a pas d'équivoque aussi. Le constat, l'effet de serre. L'effet de serre est un phénomène naturel. Donc, ce sont les rayons solaires, l'énergie solaire qui arrive sur la Terre. Certaine chaleur est absorbée par le sol, par la végétation, par tout ce qui est sur la Terre. Une certaine quantité d'énergie est refoulée dans l'atmosphère, c'est les infrarouges. Et ces infrarouges, aujourd'hui, rencontrent un nuage, rencontrent une enveloppe qui est chargée de gaz à effet de serre et qui, elle, fait revenir les infrarouges sur le sol. Et donc là, ça permet donc de réchauffer l'atmosphère. C'est un phénomène qui est naturel. Sinon, s'il n'y avait pas cet effet de gaz à effet de serre, et si les infrarouges partaient, ne trouvaient pas donc de barrière, on serait à moins 15 degrés. Donc c'est grâce à ce phénomène de réchauffement et de retour de certaines rayons infrarouges sur le sol que nous avons une température ambiante. Mais ce phénomène-là a été exacerbé par les émissions de CO2, enfin CO2 équivalent CO2, on va le voir quelles sont les molécules de réchauffement planétaire, et qui menacent aujourd'hui la survie sur Terre. Donc les gaz à effet de serre, le premier gaz à effet de serre, c'est l'H2O. Peut-être vous ne le savez pas, mais là, les vapeurs d'eau sont un gaz à effet de serre. Seulement, les vapeurs d'eau retournent vite sur la Terre sous forme de pluie. Et ensuite, il y a le CO2, qui est essentiellement en provenance de la combustion des hydrocarbures, de la déforestation, parce que les forêts, les arbres, absorbent le CO2. C'est des puits de carbone, ce qu'on appelle aujourd'hui. Mais quand on déforeste, à un certain moment, on imposait aux pays équatoriaux de ne plus utiliser le bois parce qu'effectivement, c'est un puits de carbone. La déforestation, le ciment est un producteur de CO2 par l'utilisation de combustibles fossiles, mais parce qu'on ne peut pas faire de clinker, on ne peut pas faire de ciment sans CO2. Donc il y a intrinsèquement dans le procédé industriel du CO2 qui s'échappe.
Ça, c'est vraiment quelque chose comme nous, on respire, et quelque part, on évacue du CO2, et ça, c'est dans la nature des choses, on ne peut pas faire sans. Il y a le CH4, qui est le méthane, qui provient essentiellement de l'élevage des vaches, mais aussi de la gestion des déchets. Quand on emmagasine des déchets avec beaucoup de matière organique, il y a une fermentation sans oxygène, et donc on a du CH4. Et le CH4, on va le voir, il a un pouvoir réchauffement très, très important. Les protoxydes d'azote, qui proviennent des engrais agricoles et qui proviennent d'une certaine industrie. Les gaz fluorés, ceux-là aussi sont dangereux. Et c'est la réfrigération, c'est tout ce que nous avons dans les frigidaires, dans les climatiseurs, dans les aérosols, dans les bombes, etc. Et les fluorures de soufre et d'azote dans les transformateurs, dans les procédés de vitrage et dans l'électronique. Alors, le pouvoir réchauffant, si on considère qu'une molécule de CO2 a un pouvoir réchauffant de 1, eh bien, le méthane, il a 21 fois un pouvoir réchauffant multiplié par 21. Le N2O, le protoxyde d'azote, c'est 310 fois sur une durée de vie qui est approximativement longue. Les gaz fluorés, ils ont un pouvoir réchauffant de 16 000 fois et les gaz soufrés, les sulfures de fluorure et d'azote, ont un pouvoir réchauffant 22 000 fois. Donc vous voyez un peu comment l'industrie aujourd'hui, sans se rendre compte, peut émettre ce type de gaz et qui sont un pouvoir réchauffant très très important avec une durée de vie qui est très variable. Tous ces gaz-là sont stables dans l'atmosphère. La quantité de CO2 qui est au-dessus et qui est là ne va pas disparaître facilement parce qu'il n'y a aucune réaction chimique ni biologique qui se fait avec ces molécules dans l'air. C'est des molécules extrêmement stables chimiquement. Alors, nous avons ici l'utilisation du fuel avec vraiment uniquement on émet, j'ai mis ce graphique pour dire qu'on émet annuellement 40 gigatonnes de CO2 par an. 40, 10 puissance 9. Le giga, c'est 10 puissance 9. Donc, c'est 40 milliards de molécules CO2 ou équivalent par an. Alors, les sources de CO2, c'est bien sûr la production électrique, c'est le transport, c'est les procédés industriels, et c'est les déchets, si vous voulez, et le résidentiel. N'oubliez pas, le résidentiel, les bâtiments chez nous commencent à avoir un problème de consommation d'énergie et d'efficacité énergétique. Le CO2, que devient-il dans l'atmosphère? Une partie est absorbée par les océans et les mers, et c'est pour ça que quand on dit que les CO2 augmentent dans l'air, il y a un problème au niveau des récifs coralliens en Australie. C'est parce qu'effectivement la concentration de CO2 dans l'eau a augmenté et qu'il y a effectivement un réchauffement de la colonne d'eau. Il y a les sols et les forêts qui absorbent, mais il y a une grande partie qui s'accumule dans l'atmosphère et n'est plus absorbée par quoi que ce soit, parce qu'il y a une saturation, il y a un phénomène de saturation quand on parle d'absorption naturelle. Le facteur humain est incontestablement mis en cause par rapport à ces augmentations de CO2 dans l'atmosphère. C'est l'activité humaine, rien d'autre. Alors, le constat aussi, c'est par rapport à des scénarios d'élévation de température, et tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'accord de Paris, je pense, madame. Eh bien, dans l'accord de Paris, est un accord qui n'est pas juridiquement contraignant. C'est un accord qui engage les pays, c'est en termes d'engagement. Et les pays se sont engagés dans l'accord de Paris pour dire que nous allons réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et la limite de viabilité et d'habitabilité de la planète, les experts l'ont définie par rapport à 1,5 degré. Et ils se sont dit dans les négociations qu'effectivement certains pays n'ont rien à voir avec les émissions émises. C'est une responsabilité historique des pays développés qui n'a jamais été reconnue dans les négociations. Jamais. Le jour où ces pays développés reconnaissent leur rôle et leur responsabilité historique dans les émissions de CO2, eh bien, on aura quelque chose à avoir, nous, en pays en développement et pays qui souffront des aléas climatiques parce que nous sommes très, très vulnérables. Vous le savez, sécheresse, inondations, etc., pénurie d'eau, etc. Donc, les limites, c'est 1,5 par rapport à l'accord de Paris. Et vous voyez comment, si on fait quelque chose, si on continue le business as usual aujourd'hui, on va aller vers 5 degrés qui permettra l'extinction de beaucoup d'écosystèmes sur Terre. Le budget carbone. Il faut savoir que nous avons utilisé, le monde, la population mondiale, a déjà utilisé les 3/4 de ce que nous devons émettre comme CO2. Depuis la révolution industrielle, on a émis déjà les 3/4. Ce qui reste pour les générations à venir, c'est 1/4. Donc vous imaginez,
un quart pour nos enfants et nos petits-enfants et les générations à venir. Et donc le budget carbone, on parle de budget carbone. Le budget carbone qui reste pour le 1,5 degré, les Kenyahabounes, il y a 1,5, c'est entre 400 et 500 gigas. 400 et 500 gigas, parce qu'il y a toujours des estimations, des erreurs, et donc voilà. Mais si on veut aller jusqu'à 2 degrés, c'est les îles, c'est les pays insulaires, c'est les pays les moins développés qui ont dit, donc c'est 2, on a un budget carbone qui est le tiers de ce qu'on a déjà émis. On a émis les 3 quarts, et ce qui reste jusqu'à 2 degrés, c'est un tiers du tiers qui reste. Alors, ce qui est demandé aujourd'hui par rapport à ce budget carbone, c'est qu'aujourd'hui, l'être humain mondialement émet moyennement 10 tonnes de GES, de gaz à effet de serre, par an. C'est par habitant sur la planète. Ce qui est demandé par l'accord de Paris, c'est d'aller à 2 tonnes. À 2 tonnes d'ici 2100. Ça, c'est l'accord de Paris. Et 2 tonnes, c'est ce qu'émet un Tunisien. Donc, j'émets 2, c'est la limite اللي يحبوا يمشيوا لها، أنا راني فيها. Donc, علاش يجي يفرض عليا باش نعمل des émissions, réduction d'émissions, يجي يفرض عليا l'accord de Paris واللي احنا مشاو وكتبوا حطوا اللي هما باش ينقصوا 45%. Qu'est-ce que je vais diminuer؟ خرج النهارات الرئيس قال لهم أنا je suis pas pollueur et je suis pas émetteur de gaz à effet de serre. La Tunisie émet mondialement 0,07%. L'Afrique émet 4%. L'Afrique كلها. On ne nous a pas laissé le temps de se développer. ما عطاوناش باش نطوروا رواحنا، خليونا pays en voie de développement, pays en transition, etc. Donc aujourd'hui, ils viennent chez nous pour nous imposer des systèmes de réduction qu'on n'est pas capable d'avoir. C'est de la technologie de toute façon. Et la technologie, ils se l'approprient et on n'a pas accès. Transfert technologique dans les négociations des COP, c'est un sujet tabou. Financement et transfert technologique. Donc ici, je vous montre un diagramme. Si on arrête aujourd'hui, les émissions de CO2, eh bien, au bout de 100 ans, on va avoir 40% de moins. Au bout de 1000 ans, on va encore avoir 20% de CO2 qui reste. Par simple arrêt, aujourd'hui, d'un gramme ou d'un microgramme d'émission, d'une molécule de CO2. Donc, c'est ça la stabilité de ces molécules dans l'atmosphère. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un effet récurrent et un effet tous les ans et tous les 10 ans et encore tous les 40 ans ou les 50 ans, des aléas climatiques qui vont nous tomber dessus. Le groupe des experts, le GIEC qui travaille, c'est lui qui fournit les données scientifiques. C'est extrêmement important. Et les data et les données sont extrêmement importants parce que nous avons les simulations par rapport à la région méditerranéenne. Nous avons des rapports qui disent c'est des simulations qui se basent sur des équations mathématiques et des modèles mathématiques et on n'a pas de données propres à nous. Et GIEC et les données sur lesquelles il se base, c'est des données scientifiques et des données de publication. Donc, c'est un appel aux universitaires, à toutes les écoles, pour travailler sur la constitution de data. Il faut avoir les données. Sans données fiables, scientifiquement vérifiables, on ne peut pas prendre de décision, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on s'est trompé en allant dire nous allons réduire de 45% les émissions. Alors qu'aujourd'hui, on parle de l'adaptation. J'ai un effet qui me tombe dessus, vous devez m'apporter l'argent pour m'adapter. Aujourd'hui, c'est l'adaptation qui va m'amener à la résilience, parce qu'on va perdre certainement des choses. Donc, je m'adapte et je constitue ma résilience. Je constitue ma manière de me mettre à nouveau sur pied et de survivre. Et ça, ce n'est pas du tout dans ce sens qu'on est en train de négocier, malheureusement. Donc, le GIEC, il a dit dans son rapport qu'effectivement, le 1,5, il sera trop tard, on ne l'aura pas. C'est le 6e rapport, il y entre 22 et 23. Il y a des rapports sur différents aspects, plusieurs rapports, il y a 4 rapports. Donc, le 1,5, il est oublié. Ne sera pas atteint. Et si au mieux, et si on prend les mesures draconiennes et drastiques qu'il faut, on sera 1,7. C'est ce qu'a dit le GIEC. Et donc, depuis 8 ans, le GIEC a aussi enregistré les températures les plus élevées. Les plus élevées depuis qu'ils enregistrent les températures de l'atmosphère. Et l'année 2023, je pense qu'elle a été déclarée l'année la plus chaude mondialement. Il y a quelqu'un qui a dit elle sera peut-être la plus chaude, mais elle sera la plus froide par rapport à celles qui vont arriver. Donc l'année 2024 sera encore plus chaude que 2023, etc., etc. Donc c'est un emballement. C'est un emballement. Les plus grands pollueurs, les USA, sur le cumulé, sur le cumulatif, depuis qu'ils ont commencé à produire, les États-Unis sont les plus pollueurs. Mais aujourd'hui, c'est la Chine. Parce que la Chine a décidé de développer son économie,
d'être une puissance mondiale aussi, avec les aspects géopolitiques que vous connaissez. Et effectivement, la Chine est aujourd'hui le pays le plus pollueur. يجيو les États-Unis, يجي l'Union européenne بكلها, وإحنا تونس كما قلت لكم 0,07 et l'Afrique 4%. Le pétrole est en déclin, vous le savez tous, le pic de production pétrolière mondialement a été atteint en 2008. Et depuis 2008, les gisements sont en train de se menuiser et de se réduire. S'épuiser. Donc, on va de s'épuiser. Merci. Donc, on est en train d'assister à une énergie qui a été utilisée en abondance à cause du prix, à cause de l'inflation, son déclin naturel. On ne peut plus régénérer le pétrole dans le sous-sol parce qu'il nécessiterait des milliers d'années. Donc là, le pétrole est en train de tomber. Que va-t-on faire? Il va y avoir une crise. Tout ça va s'arrêter. Donc autant se préparer à cette crise-là, au lieu de l'avoir en pleine figure. Tout est de pétrole, j'ai dit. Donc s'il n'y a plus de pétrole, que va-t-on faire? Donc il faut se préparer. Alors il n'y a pas que le pétrole qui déclin, qui tombe. Bon, j'ai mis les limites de la planète. Il y a une nouvelle école qui, elle, suit un peu les effets du climat et les effets comment on appelle ça, les limites de la planète, l'école scandinave, et qui a sorti ce qu'on appelle aujourd'hui le diagramme des limites de la planète. Et dans les 9 limites de la planète, il y a déjà 6 qui sont atteints. 6 qui sont atteints. Les autres ne sont pas atteints parce qu'on ne connaît pas encore les données. Sur les aérosols, par exemple. Les limites de changement climatique ont été atteintes. La biodiversité, celle qu'on sait aujourd'hui analyser et dont les données, mais il y a beaucoup d'espèces, etc. On n'a pas de données. Les fonds sous-marins et les océans, donc pour les données que nous disposons, la biodiversité, vous voyez, elle est là. Oui, non, mais il y a là. Ah voilà, c'est ça. Donc la biodiversité, il y a 6 qui sont dépassés par rapport à 2 autres. Bon, l'acidification des océans, on n'a pas encore atteint. Mais les aérosols, la couche d'ozone, donc voilà, la couche d'ozone, elle est encore loin d'être atteinte. Mais sinon, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, la biodiversité, l'utilisation des sols et la dégradation des sols. On parle très peu de sol dans les politiques publiques. Et le sol est un émetteur de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un élément de la nature qui peut aussi garder le CO2. Madame, le drame. Rapidement, je vous sais nous pas. Vous nous faites peur déjà. Avec bon, je vais donner de l'espoir à la fin. Mais s'il vous plaît, on a un problème de temps. Rapidement. Donc les négociations et les COP, je disais tout à l'heure qu'elles n'ont rien apporté. La seule année où nous avons observé une réduction de CO2, c'était l'année du Covid, où effectivement tout a été arrêté, bien sûr, tout transport, développement. Donc les COP n'apportent rien du tout. Le CO2 continue. Quoi faire? Transition énergétique. Et là, j'en viens à la limite de la planète. Donc là, on parle de transition énergétique. Passer à l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est panneaux photovoltaïques, c'est des éoliennes. Et ça, c'est consommation de matériaux, de minerais. Les minerais sont en grande concurrence. L'Amérique latine, elle a été appauvrie parce qu'on extrayait justement le cuivre, le plomb, le zinc. C'est des limites aussi au niveau de ces matériaux. Donc on ne peut plus faire. Il y a une grande concurrence à ce niveau-là et on ne peut plus faire pour subvenir aux besoins de toute la planète. Et même si on parle de recyclage et de recirculation des matériaux, on n'aura jamais le moyen de satisfaire les générations à venir. Donc l'année dernière, on est à 8 milliards sur la planète. Donc ça va augmenter d'année en année. Et les besoins seront de plus en plus importants. Donc au rythme où nous vivons, il faut dématérialiser. La croissance s'appelle dorénavant la décroissance. Mais avec des PIB qui peuvent être un bien-être, qui peuvent être la sobriété, et j'en parle. Donc le TIC, là, on parle beaucoup de TIC, de data, d'ingénierie, etc. Donc là, il y a énormément de gaz à effet de serre qui sont émis. Pour les data centers, il y a 200 data centers dans le monde. Imaginez combien ils consomment. Ils consomment, alors voilà, 240 tonnes de CO2. Un service intelligence artificielle. C'est 240 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 136 allers-retours Paris-New York, par avion. Donc, il y a un email, c'est 4 grammes de CO2. Envoyez des emails, pas de pièces attachées, réduisez votre temps de regard sur les films et les enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. 1 heure de vidéo en streaming est équivalente à 3,2 kg d'émissions de CO2. Alors, les matériaux, tel qu'il y a une limitation sur les matériaux et les minerais, passer à l'action. Passer à l'action, pour moi, en tant que scientifique, c'est acquérir les connaissances. Même pour les politiciens qui nous gouvernent. Alors, sans connaissance scientifique, sans maîtrise du sujet, on ne peut pas résoudre le problème. C'est simple. Donc, et les datas, j'en ai parlé, la connaissance scientifique, les informations, etc. Découvrir de quelle façon les GES sont en train
d'agir. À quel niveau? Vous pouvez vous-même regarder votre vie quotidienne, savoir que vous émettez tant à ce niveau-là et commencer à agir au niveau du point le plus critique pour réduire ces émissions. Faire une liste des besoins, savoir ce qu'on veut aussi. Très souvent, politiquement, c'est pas ce qu'on veut là. Donc, il faut savoir ce qu'on veut et il y a aussi les mesures. Les mesures, je ne dis pas de solution. Les mesures qu'il faut pour que ça se réduise, tenir compte des limites de la planète et aller vers la sobriété. Alors, la sobriété, elle est plurielle. Elle est dans l'usage des matériaux, elle est dans le transport, elle est dans ce qu'on... C'est carrément utiliser juste le minimum pour être bien. Pas d'exubérance, pas d'excès, pas de piscine à l'intérieur, piscine à l'extérieur, pas de parce qu'on est riche, on peut payer une facture d'eau, etc. Donc c'est ça la sobriété, c'est dans le mindset, c'est dans l'esprit. Et si on commence à agir collectivement dans cet esprit-là, eh ben c'est une loi. C'est une loi de la société qu'on impose. Alors pour conclure, comme a dit Sancho, un guerrier qui a dit que quand le tonnerre éclate, il est trop tard de se boucher les oreilles. Pour le climat, le tonnerre a éclaté. Aujourd'hui, il faut être dans l'action. Il est peut-être tard, mais il n'est jamais trop tard. Donc on va dans l'action. Merci pour votre écoute.